Lorsque la femme se retourne, elle découvre avec terreur une barre métallique extrêmement lourde se diriger droit sur eux. Sentant que quelque chose ne va pas, elle se jette aussitôt sur le sol. La barre métallique traverse l'immeuble de 30 étages. Les débris qui se détachent tombent alors rapidement en ligne droite. Ils frappent précisément les passants au sol. Ceux qui n'ont pas le temps d'esquiver perdent la vie. Elle ignore que le danger va bientôt la frapper. Heureusement, les fleurs électroniques ne subissent aucun dommage. Au moment où elle aide sa collègue à se relever, un nouvel accident survient sans prévenir. La grue de chantier se dirige une nouvelle fois vers le 30e étage. Voyant cela, la femme se met aussitôt à courir vers l'arrière. Bien que la grue n'ait pas atteint leur étage, le sol a perdu ses supports, ce qui provoque l'inclinaison du 29e étage. La femme se retrouve alors en pleine situation de danger. Dans la précipitation, elle saisit par hasard un fil téléphonique, ce qui lui permet de gagner quelques secondes temporairement, avant même qu'elle puisse reprendre ses esprits. Le fil téléphonique se rompt à l'instant, au seuil de la vie et de la mort. Elle s'agrippe au bord extrême. La femme voit le vide en bas et crie à l'aide avec effroi. Mais les personnes au sol ne peuvent pas l'entendre du tout, alors qu'elle sombre dans le désespoir total. Une table se dirige même droit sur elle. Peu de temps après, la femme s'accroche à une barre métallique qui oscille. Tous ceux qui voient la scène sont stupéfaits. Et le pire reste à venir. La grue continue de détruire l'immeuble. La femme ne parvient plus à tenir et tombe à cet instant. On croit qu'elle va trouver la mort. Mais heureusement, Spider-Man arrive à temps. Il sauve la femme. Elle conserve la vie. La femme insère un tube dans un petit orifice. Puis elle puise de l'eau avec une caisse pour l'évacuer à travers le tube. Ensuite, elle sort un marqueur à encre grasse. Elle inscrit le signal de détresse SOS sur un papier. Elle enferme le papier dans une boîte plastique avant de la jeter à la mer, espérant qu'un bateau de pêche de passage le découvre. Mais peu de temps après, le niveau de l'eau dans la cuve remonte lentement à nouveau. Elle ne peut survivre qu'en restant au sommet de la cuve. Elle construit un radeau rudimentaire avec les caisses en bois restantes, prête à fuir dès que l'occasion se présente. Plus tard, elle voit soudain une mouette picorer un poisson de mer. Elle en déduit que la terre n'est plus très loin. La nuit tombe, le conteneur ne supporte plus la pression de l'eau de mer. Il commence à couler lentement. Elle retourne chercher tout le matériel utilisable. Mais à peine entré, son pied se retrouve empêtré dans une corde. Elle retient son souffle et plonge sous l'eau. À l'instant précis où son oxygène allait s'épuiser, elle coupe la corde qui liait son pied avec un couteau. Mais le conteneur a déjà coulé au fond de la mer à ce moment-là. Elle fait tout son possible pour remonter à la surface, tandis que l'enfant a disparu. Elle crie le nom de son enfant dans le désespoir. À ce moment-là, le bébé perçoit l'affolement de sa mère. Il se met à pleurer bruyamment. Elle suit les pleurs et retrouve enfin l'enfant. Le lendemain, la mère et l'enfant dérivent ensemble sur l'immense océan. Elle jette des débris de poissons dans la mer. Peu de temps après, un grand groupe de mouettes plonge pour se disputer la nourriture. Cette scène étrange attire l'attention d'un bateau de pêche qui passe par là. Lorsque la mère et l'enfant sont hissés à bord, la femme a perdu connaissance. La pêcheuse à bord est elle aussi mère de famille. Elle comprend profondément cet amour maternel. Elle fait tout son possible pour la ranimer. Finalement, la femme recrache une grande quantité d'eau de mer et reprend conscience. Après avoir dérivé 28 jours entiers sur l'océan, elle est enfin secourue. La jeune fille ne se doute absolument de rien. La terrifiante bête monstrueuse est déjà arrivée derrière elle. Elle se retourne et se fiche sur place de peur sur le champ. Le monstre marin se jette violemment sur elle. Entendant son cri, tout l'équipage se précipite aussitôt sur place. Tout le monde voit les énormes marques de crocs sur la vitre. Au début, ils pensent qu'il ne s'agit que d'une baleine. Mais peu de temps après, une véritable baleine apparaît devant eux, sans aucun avertissement. Le gigantesque monstre marin l'attaque brusquement. Les scientifiques réalisent alors qu'ils se sont enfoncés dans une zone des profondeurs marines où l'homme ne devrait pas mettre les pieds. Ils décident de remonter immédiatement vers la surface. Cependant, quand ils regagnent le navire principal, la scène qui s'offre à eux les remplit d'effroi. Le monstre marin géant était arrivé sur le navire avant eux. Toutes les personnes à bord avaient été massacrées. Cela signifie que la bête n'est plus confinée aux profondeurs. Elle a suivi le groupe jusqu'à la surface et est devenue une immense menace pour toute l'humanité. Peu de temps après, le grand requin se rapproche sans cesse de leur bateau. Il ne reste plus beaucoup de temps au groupe. Un marin de génie imagine un plan désespéré. Fixer un traceur GPS sur la bête, afin de localiser sa position et attendre le moment propice pour la chasser. Au sein de l'équipe, seul Jonas a le courage d'exécuter cette mission. Il emporte l'émetteur du traceur et saute directement à l'eau. Cet équipement a une portée très courte. Il doit s'approcher du grand requin au péril de sa vie. Profitant d'une brève occasion fugitive, Jonas réussit à projeter le traceur GPS dans le corps de la bête. Mais une seconde plus tard, la bête le détecte. Elle le poursuit frénétiquement dans l'eau. Par bonheur, Jonas est attaché à une corde de sécurité. Ses camarades peuvent le remonter sur le bateau. Dans la confusion, le capitaine fait naviguer le navire à pleine vitesse dans la direction opposée, ce qui accélère fortement la vitesse de remorquage. Quelques secondes avant que le grand requin ne puisse le mordre, Jonas est finalement ramené vivant sur le pont. Mais la bête devient encore plus sauvage. Alors que le navire est sur le point d'être détruit, le capitaine sort un poison extrêmement toxique. Il faut l'injecter directement dans le corps du grand requin. Si l'opération échoue, personne ne survivra. Le groupe construit rapidement une cage de plongée en acier renforcé. Une femme de l'équipe plonge dans les profondeurs avec une réserve d'oxygène ne durant que 5 minutes. Pour attirer la bête, ses camarades jettent de la viande fraîche dans la mer, l'odeur du sang se répand partout. Les requins ordinaires des alentours fuient terrifiés, car un prédateur bien plus redoutable est en approche. Une jeune fille en direct à l'entrée. La caméra capture par hasard son visage. Une seconde plus tard, le système de surveillance du missile londonien déclenche brusquement l'alarme. Après comparaison rétinienne, l'homme s'appelle Frank. C'est la cible au risque numéro 1 recherchée depuis longtemps par le missile. Le commandant ordonne aussitôt à l'équipe d'agents la plus proche des eaux de la cible de débarquer sur l'île et de l'éliminer sur place. Pendant ce temps, sur cette île isolée du reste du monde, Frank dîne avec sa fille. L'ambiance semble calme et chaleureuse. Le chien de garde à l'entrée pousse soudain un grognement d'avertissement sourd. Frank sent aussitôt que quelque chose ne va pas. Il saisit rapidement des jumelles pour observer
observer la mer. En effet, une vedette se dirige à toute vitesse vers l'île. Il n'hésite pas une seconde. Il demande immédiatement à sa fille de serrer un couteau et de se cacher dans la salle de bain. Quant à lui, il prend une arme, prêt à faire face à ses invités indésirables. À ce moment-là, l'équipe d'agents entièrement équipée a déjà débarqué. Frank se tient en embuscade près des pièges qu'il a installés à l'avance. Dès que les agents pénètrent dans la zone prévue, il coupe brutalement la corde. Un énorme rocher dévale la falaise. La force de gravité déclenche un filet de capture caché sur la plage. Un agent est aussitôt entraîné dans la mer. Ensuite, il allume tous les projecteurs de l'île. La lumière vive perturbe les lunettes de vision nocturne des agents. Ils perdent temporairement leur avantage visuel. La formation du groupe se désorganise dans la confusion. Frank saisit l'occasion. Grâce à sa parfaite connaissance du terrain de l'île, il neutralise un par un les agents venus l'attaquer. Un agent survivant pénètre par erreur dans la cabane. Heureusement, le petit chien de la maison réagit avec rapidité. Il se jette sur l'homme et lui mord fermement l'aisselle. Mais il est malheureusement blessé par balle par l'agent. Puis l'agent pénètre dans la salle de bain. Il découvre la jeune fille cachée. La jeune fille serre son couteau et se défend avec acharnement. Mais elle n'est pas à la hauteur de son adversaire. Au moment où l'agent s'apprête à emmener la jeune fille en otage hors de l'île, Frank entend le cri de sa fille. Il ramasse rapidement le fusil abandonné par un agent. Une balle atteint directement l'agent qui retient sa fille. Frank demande à sa fille de l'attendre sur la plage. Il retourne chercher le chien pour fuir ensemble. Mais lorsqu'il revient dans la maison, il découvre que le petit chien a rendu l'âme. Le regard de Frank devient aussitôt glacial. Il comprend parfaitement. Fuir sans cesse ne mène à rien, seule la riposte lui permettra de survivre. Cet examen est tout à fait particulier. La jeune fille adresse simplement un léger sourire au miroir. Une brillante étoile dorée apparaît aussitôt au-dessus de sa tête. Cela signifie qu'elle a obtenu la note maximale et réussi l'épreuve. Agatha force un sourire raide. Une épaisse fumée noire s'élève immédiatement au-dessus de sa tête. La marque d'échec F apparaît vivement dans les airs. Les élèves qui échouent dans 3 matières se transforment directement en bêtes. Agatha voit impuissante son amie emportée par une violente rafale de vent. Son corps se dissout peu à peu puis disparaît sans laisser de traces. Un jour, le professeur donne un cours. Il apprend aux élèves à formuler des vœux avec l'aide de petits animaux. La première jeune fille plonge sa main dans le lac. Elle voit l'amour de sa vie. Voyant cela, une autre jeune fille se précipite aussitôt. Elle la pousse sur le côté et plonge sa main dans l'eau sans attendre. L'apparence de son futur compagnon se dessine progressivement. La jeune fille est ravie. Vient le tour d'Agatha. Elle est encore plongée dans la peine de la perte de son ami. Elle tend lentement la main dans l'eau du lac. Elle formule dans son cœur le vœu que tout le monde puisse rentrer chez soi. Soudain, un banc de petits poissons se rassemble près de sa main. Avant même qu'elle puisse réagir, les poissons enserrent son bras. Sous le regard stupéfait de tous les présents, les poissons se métamorphosent peu à peu en une main humaine. Agatha retire son bras hors de l'eau. À peine revenue sur la rive, le banc de poissons se transforme complètement en une jeune fille. Cette jeune fille est une ancienne élève qui avait échoué à l'examen. Elle était emprisonnée au fond du lac depuis 100 ans. Le vœu d'Agatha a brisé la malédiction qui la retenait captive. La jeune fille se dissout ensuite lentement. Mais la bonté d'Agatha a éveillé une nouvelle menace. Un immense oiseau d'os apparaît soudain dans la forêt. Ses orbites vides fixent directement Agatha. Agatha recule par peur. L'oiseau d'os se met brusquement à parler. Agatha reconnaît la voix de son ami disparu. Elle tend la main pour toucher l'oiseau d'os. Le prince à ses côtés croit que la bête va l'attaquer. Il se précipite aussitôt et lui transperce la poitrine avec son épée magique. L'oiseau d'os se brise en éclats d'ossements sur le sol. Le prince pense avoir sauvé Agatha, mais Agatha lui assène un coup de poing pleine de colère. Elle lui reproche d'avoir tué une créature innocente. Le professeur ordonne à tous de retourner dans leur chambre. Il dit à Agatha que l'Académie de la Bonté a perdu depuis longtemps le véritable sens de la compassion. Elle est la première élève à avoir libéré une personne maudite. Elle est la véritable princesse.